Comme ça, derrière mon visage, comme ça. Cool. Bonsoir à tout le monde. Et même ceux qui n'écoutent pas notre soirée à vous, vous êtes très mal posés. Je vous attends parce que moi, je suis poli et j'attends les gens. Et oui, on va avancer quand même. Donc, moi qui ne suis pas français, je ne vais pas faire ça à la française en annonçant le plan, je vais juste commencer comme ça. Vous suivez, vous ne suivez pas, voilà, ça dépend de vous. Ouais, non. En fait, j'ai mis beaucoup d'efforts dedans, donc je ne peux pas les insulter. Donc, j'ai mis un nom parce que les noms sont quand même intéressants. Donc, ce talk s'appelle Time to Stuff, ça n'a un peu rien à voir, mais j'ai mis un nom parce qu'il fallait bien mettre un nom. Voilà, juste pour m'introduire vite fait, je m'appelle William Dice, je suis stagiaire en recherche et développement chez Natural Pack. Donc on a des représentatifs un peu. C'est une jeune boîte innovante qui fait des jeux sérieux, qui vient de gagner un prix au Hypertuose, donc on est super cool. Et puis dans mon temps libre, je suis aussi fondateur-président de Baptême du jeu, dont Kevin fait partie aussi. Et donc nous, notre but, c'est de faire des jeux à des gens, tous ceux qui ont rêvé de faire un jeu toute leur vie. On est là pour faciliter, de permettre de faire ça. Et donc ça passe par le biais de l'organisation de Game Jam, mais aussi par la communication, par exemple, sur des technologies. Donc là, ici, on a pu voir Unity surtout, vu que c'est le but. On a aussi pu voir MMF2 et Stencil. Et moi qui suis un peu hippie, je voulais bien présenter des alternatives un peu plus ouvertes, un peu plus libres, open source, gratuits, etc., multi-plateforme, Linux, etc. Voilà, donc je vais quand même commencer cette présentation avec un avertissement. Cette présentation peut contenir du code, même il va contenir du code. Et je sais qu'il y en a certains ici qui ont complètement horreur de ça, et je vous comprends. Un peu charbonné, non, oui, charbonné. Moi-même, si on fait compte, j'ai fait plus d'années de programmation graphique que de programmation textuelle, donc je comprends le délire. J'ai commencé avec l'éditeur de cartes de StarCraft, Scum-Edit. On voit pas très bien, mais les systèmes de conditions d'action d'événements, conditions, action, on voit un peu mieux là, c'est Warcraft 3, donc en fait c'est la version suivante, et c'est là qu'est né Dota, etc. C'est quand même assez intéressant point de vue des designs, tout en étant bien graphique, bien sympa, bien gentil, etc. Et ensuite, j'ai dit à mon père, j'ai envie de faire des jeux, pas programmer des jeux. Et lui m'a passé un bon bouquin qui s'appelait Java Programming for Dummies. Et je me suis retrouvé devant ce fameux Hello World là qu'on a vu il y a quelques slides. Et je ne savais pas ce que c'était un compilateur, un interpréteur, un bytecode, tout ça. Donc je ne savais pas où foutre de tous ces caractères à la con. Donc ça m'a totalement dégoûté de la programmation textuelle pendant des années. J'ai fait du Game Maker 6, Game Maker 7. Donc encore une fois, c'est bien gentil, on programme de manière graphique. Donc tout ça pour dire que je comprends bien le délire des gens qui vont voir le code qui va suivre et qui vont dire putain c'est dégueulasse, qu'est-ce que ça veut dire? Et je comprends ceux qui ont envie de commencer par la programmation graphique, même ceux qui aiment bien ça, etc. Mais ce que pas trop, c'était état d'esprit, on se dit il faut mettre sur un pilier la programmation sans droit de code. Parce que finalement, pour moi, c'est un peu comme dire à des illettrés, vous n'avez pas à apprendre à lire, à écrire, vous avez que vous exprimer avec des smileys, tu vois. Et donc, l'analogie, ça va un petit peu loin, mais bon, quand on pense, il n'y a presque personne qui dit que ça plume aujourd'hui, mais on apprend tous à lire et à écrire basiquement. De même, on est au XXIe siècle, on est dans le jeu vidéo, donc il faut au moins pas traiter le code textuel avec dédain et horreur. Voilà. Cela dit, je crois qu'on a plutôt des débats, tout ça ne sert pas à grand chose. Revenons donc à notre Hello World d'avant. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un Hello World? Oui, quand même. Donc c'est un petit code minimal qui permet d'appeler Hello World, même pas à l'écran dans une console. Donc c'est souvent utilisé pour donner un exemple d'un langage de programmation. Et en fait, nous qui sommes des développeurs jeux, on s'en fout un peu de ça en fait. Parce que imprimer des lignes de texte, c'est bien pour débugger, mais à la fin,
Là, donc, moi, je voulais proposer, pour justement parler de toutes ces frameworks, toutes ces bibliothèques différentes, un sort de Hello World de game dev, en fait. Donc, un exemple de code minimal pour le game dev. Et c'est là qu'est apparu le time to stop. Donc, en fait, ça ne voulait quand même pas totalement rien dire, en fait. Donc, time to stop, c'est un truc duquel parle souvent Kevin. Ça vient en fait d'autre chose, de time to crate, qui est un métrique pour mesurer la qualité ou plutôt la merditude d'un jeu. On mesure en chronomètre le temps que ça prend avant le premier caisse. Et là, c'est le score en time to crate en fait du jeu. C'est le moment où le level designer est. Voilà, le moment où le level designer dit putain, faut meubler un peu ça, donc on va foutre une caisse. Voilà. Et donc, oui, justement, on parle souvent du moment dans le jeu où on a des trucs qui bougent à l'écran. Mais bon, le time, là, je ne vais pas trop me concentrer dessus, j'ai plutôt pensé au stuff. Donc c'est quoi ce stuff? C'est quoi un truc qui bouge à l'écran? Donc moi, j'aime bien formaliser les choses, parce que je suis un peu pédant. Donc pour moi, le stuff, c'est une fenêtre de 640 par 480, avec du noir, avec un petit carré de 32 par 32. Et quand j'appuie sur les touches, le carré se déplace. Voilà, c'est très simple. Et donc, ce que je vais faire par la suite, c'est de refaire ce petit exemple minimal pour chacun des bibliothèques et pour chacun des frameworks que je montrerai. Donc ça va toujours être la même chose, je vais faire des démos parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Passons au menu. Donc là, j'ai 6 trucs que je vais montrer. Je vais essayer de montrer, mais si je vais trop longtemps, vous mettez à bailler, vous regardez vos montres, et puis je vais arrêter, on fait ça une prochaine fois peut-être. Voilà. Donc je vais commencer avec le plus compliqué, parce que je ne vous aime pas. Donc c'est la SDL, c'est du C, C++. Alors en fait, non, c'est pas complètement illogique. Moi je trouve que commencer par le C d'une certaine manière, parce que c'est bas niveau, on est vraiment à dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire en pas à pas, et ça fait qu'on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Et ça, vu que je veux aussi en même temps un peu introduire ces choses, vous allez voir, j'aimerais bien dégager un peu la structure d'un moteur jeu de base. Voilà, SDL, c'est Symbol Direct Media Layer, ça date de jadis. Vraiment, son truc qui est intéressant, c'est le rendu logiciel. Aujourd'hui, on parle que de rendu accéléré matériel, etc. Et ça, c'est super. La SDL, il peut le faire aussi. Il peut aussi servir juste de rapport pour la OpenGL. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la rendue purement logicielle dans le CPU, ce qui veut dire qu'on peut faire tourner sur des trucs bizarres et pervers, genre Amiga, Dreamcast, Symbian. Il y a des très bons tutos sur le site du Zero pour apprendre à l'utiliser. Donc, tout ça, on s'en prend un tout petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les jeux qui sont faits avec, parce qu'il n'y a pas de jeux qu'on connaît qui sont faits avec. Voilà. Donc, en fait, avec SDL, j'ai regardé un peu la liste, mais il y en a beaucoup de jeux qui sont faits avec SDL. Et en fait, je me suis rendu compte de pourquoi. En fait, c'est à cause du Humble Indie Bundle qui a forcé les développeurs à porter leurs jeux sur Linux et Mac. Et ça avant que Unity supporte Linux, qui est d'ailleurs une très bonne chose. Bravo Unity. Et donc, c'est grâce à cet homme-là, Ryan C. Gordon, ancien employé de Lockheed Games, qui en fait est ami avec les mecs de Humble, avec de Wolfire, et en fait qui fait la plupart des portages ou un grand nombre des portages. Et donc Loki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui faisait des jeux multiplateformes, qui faisait des jeux sur Linux, et ça a super bien marché pour eux. Donc, voilà. Ils ont fait Tribes quand même, c'est assez cool. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Tribes? Ouais. Ils ont fait la OpenAL. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la OpenAL? D'ailleurs, OpenAL, OpenGL, je ne vais pas en parler parce que ça c'est un peu autre chose, c'est vraiment des trucs précis pour faire du rendu, pour faire du son, et moi je vais plutôt faire du jeu en fait. Donc des bibliothèques, des frameworks qui permettent de gérer les interactions, la musique, le son, tout ça. Donc Ryan C. Gordon, c'est un site super sympa, c'est le développeur principal de l'SDL, enfin c'est un projet open source donc il y a beaucoup de développeurs dessus. Et donc on va passer un peu ensemble quand même, plutôt que de parler pendant 10 heures. Ça fait peur, hein. Ben, en fait,
en fait, je suis un peu schizophrène aussi. Du coup, je vais essayer de vous expliquer un peu ça parce que je sais que ça fait peur. Encore une fois, c'est l'exemple de base là, du carré que je vais vous montrer. Tout moteur jeu va suivre plus ou moins le même genre de truc. On va avoir un bloc où on charge des trucs en mémoire, genre image, son, etc. On va lancer, on va continuer à boucler pendant un certain temps et puis on va nettoyer parce qu'on n'est pas des clodos. Pendant le game loop, comme on dit, on va aller récupérer les entrées, la souris, le gamepad, etc., la Kinect. On va mettre le monde à jour, donc c'est le update qu'on connaît bien dans Unity. Et ensuite, on va rendre le monde dans son état à jour, voilà, actuel. Actuel, c'est un truc, je manque parfois du vocabulaire, il faut des gens pour m'aider. Voilà, donc pour revenir, on voit bien qu'on a un load avec un SDL init pour commencer les SDL. On va créer une surface, c'est-à-dire un écran sur lequel on va dessiner, on va créer notre boîte. Ensuite, le game loop, c'est la plupart. Le problème avec SDL, en fait, c'est que, contrairement à Unity, on ne peut pas à tout moment dire est-ce que la touche gauche est enfoncée. En fait, lui, il est assez bas niveau, donc il gère que les événements. Donc, il faut que tu ailles chercher s'il y a eu des événements d'appui ou de relâchement. Il faut que tu construis toi-même, en fait, ta petite bout de mémoire qui mémorise si une touche est enfoncée. Donc, du coup, ça prend la plus grande partie de ce code, c'est juste gérer les événements. SDL Kit, c'est la petite croix en haut de l'écran. Au nom de la fenêtre. Key down, key up, etc. qui vont modifier les deux axes X et Y. C'est un peu des axes comme dans Unity. Qui vont ensuite bouger notre petite boîte dans le update. Et puis pour le rendu, on a dessiné le noir, dessiné le blanc et puis flip. Et flip, c'est la seule fois qu'on va le voir là-dedans, mais en fait c'est parce qu'on fait du double buffering, donc on a deux images, on dessine dans l'une et on affiche dans l'autre. Puis on les échange. Et c'est assez chiant à devoir se rappeler de tous ces trucs un peu bas niveau, mais ça permet justement de faire du rendu sur des devices qui sont pas trop faits pour, qui n'ont pas de carte graphique. Et je sais qu'aujourd'hui, tous les téléphones de tout le monde a une carte graphique, mais un jour peut-être il y aura un truc. Voilà. Et puis nettoyer, c'est important aussi. On va passer à des trucs un peu plus sympas. Pour ceux qui aiment quand même le C et le C++. Donc la SFML, Simple Fast Multimedia Library, c'est beaucoup plus sympa. Il n'a pas des trucs genre flip et blitz, parce que justement avec le mot blitz, c'est-à-dire pas blit, il a juste dessine. Donc il n'y a pas de terme technique là-dedans. Par contre, il ne tourne pas sur Android et iOS. Ils auront un plan pour le faire plus tard. Ce qui est vraiment bien là-dedans, c'est que c'est super bien documenté en anglais et en français. Et c'est développé par un français qui s'appelle Laurent, qui est très sympa, qui est toujours sur les forums. Pourquoi ça nous intéresse? En fait, il y a Galmac là, qui sont Montpellier, qui bossent sur un jeu avec celui qui utilise la SFML. Oh, ni moi, pour moi, vous êtes tous vaguement français, quoi, donc voilà. Atom Zombie Smasher, c'était aussi dans le Humble Bundle, donc voilà. Je ne me rappelle plus duquel, mais il y en avait tellement maintenant. Et en fait, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, même si une bibliothèque est sympa, bizarrement. Donc, il y a du support pour Android et iOS dans le pipeline, et il y a une nouvelle version qui vient juste de sortir, bien sûr, avec une nouvelle documentation, etc. Encore une fois, c'est du C++, ça ressemble à ça, c'est beaucoup plus sympa. On voit qu'on a justement le isKeyPressed qui nous manquait avant. On a des objets qui nous manquaient avant. En fait, certaines personnes, ça leur fait chier les objets. La SDL, c'est bien pour ça. Mais pour les gens qui sont fans d'objets, ça c'est super. Donc on crée une fenêtre, on crée une boîte, on met la boîte au milieu de la fenêtre, comme avant. Tant que la fenêtre est ouverte, c'est plus sympa. Là. Encore une fois, on va aller récupérer les événements, on va voir si on a des événements clavier échappe, ou bien si on a cliqué sur la croix, on va fermer la fenêtre dans ce cas-là. Et sinon, très simple, on déplace la boîte. Donc là, on voit justement qu'il y a des événements qui écoutent, il y a aussi des états d'input qui sont très intéressants.
Ensuite, on rend le jeu. Donc là, par rapport à SDL, on voit qu'il n'y a plus de termes techniques. Hein. C'est vraiment clear, draw, display. On est content, on n'a pas besoin de réfléchir à ça. Mais en même temps, on n'est plus en train de vraiment rentrer dans le sous-capot, etc. Il est à noter aussi, la SFML permet aussi de servir juste d'échafaudage pour faire de l'OpenGL. Quand on utilise la SDL ou la OpenGL, on peut quand même utiliser la OpenGL par-dessus. Sachant que la SDL, même accélérée matérielle, normalement c'est moins rapide que la SFML qui de base utilise l'OpenGL. Donc les fonctions de base de la SFML ils vont faire appel à l'OpenGL. Mais juste pour que les choses soient simples, tu peux aussi, toi, mettre l'OpenGL par-dessus le SFML. J'aurais dû faire un dessin de ça, mais bon, c'est chier. On va passer à des trucs un peu plus mignons. Ça, c'est vraiment le truc que Kevin adore. C'est l'UP2D, c'est du Lua, c'est interprété, pardon. C'est un langage, j'aime pas trop le syntaxe du Lua, mais franchement, il faut admettre qu'il est super rapide pour un langage interprété. C'est un peu objet prototype, un peu à la JavaScript, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là. Il se met en fait comme une surcouche de la SDL et de BoxDB et d'autres choses. Voilà. Donc c'est assez intéressant, on voit qu'il y a quand même une sorte de constant gain-tube là-dessus. Par contre, quand il tourne que sur Windows, Mac et Linux, il y a une sorte de web player expérimental qui en cours ne marche pas super bien. Il y a la version NACL qui est en construction. Ah, NACL, on aime tous NACL. Ouais. En fait, j'ai pas vraiment d'exemple de jeux connus à montrer avec l'UP2D. J'ai beaucoup de jeux du Lambda. À part ceux de Kevin qu'on connaît tous, mais bon, voilà. Et je crois que c'est justement parce que c'est assez facile à les décompiler. Donc pour les gens qui ont envie de vendre leur jeu, c'est pas super. C'est pas compliqué, ouais, à décompiler, c'est-à-dire c'est un zip et tu le dézippes. Voilà, donc voilà, compiler. Si c'est possible de compiler les fichiers de là, mais encore une fois, c'est facile à décompiler, c'est juste le vecteur qui est généré. Donc, encore une fois, ouais, on peut compiler. Oui. Mais bon. Oui, mais ça, c'est encore un autre truc. Soit décompiler, c'est vraiment perso, j'ai pas vraiment trouvé, à part Unity que j'adore, il est super Unity, mais Unity c'est quand même un gros truc. Love c'est un tout petit truc et c'est super mignon, je sais pas comment dire, un framework mignon. Mais franchement, tu vois, tu as envie de dessiner une boîte, tu fais juste log.graphics.boîte et ça se dessine. Alors qu'il y a d'autres trucs où il faut créer un boîte factory et puis mettre ton boîte render dans boîte factory et puis que ça te donne un boîte machin, c'est super chiant. Là, tu dis juste rectangle là, maintenant. C'est un peu comme processing, mais plus orienté jeu. Donc voilà, justement, c'est un framework, mais vraiment un framework. Donc, ça te donne un ensemble de fonctions que toi tu remplis. Donc il y a carrément la fonction load, où tu fais des trucs qui se font pendant le chargement. Tu crées ta fenêtre, tu mets ta boîte au milieu de la fenêtre, comme toujours, hein, on n'est pas très créatif ici. On gère les événements, on gère les mises à jour, sachant qu'on a le petit DT là, qui est le Delta Time, qui peut causer des ennuis aussi si on ne fait pas des mises à jour avec un pas fixe. Mais c'est quand même sympa parfois, surtout avec des machines qui sont super lentes, d'avoir le Delta Time pris en compte parce que ça permet de lisser les mouvements. Et si on fait ça avec SDL, il faut faire tout un truc avec GetTix, etc. Comprenez, moi j'adore la SDL, j'utilise énormément ça, mais je comprends qu'il faut vraiment faire soi-même certaines choses, alors que Love, il te donne directement le DT, c'est super sympa. Et puis la rendu qui est tout simplement clear, rectangle. T'as pas besoin du clear, tu le fais automatiquement. Oh bah voilà, c'est... Monsieur l'UP2D, on a aussi Monsieur LibGDX là, qui va sûrement me corriger pour les conneries que je vais dire de la LibGDX. En fait, tout ça, c'est des bibliothèques que j'ai quand même utilisées pour au moins un jeu. Ici, c'est un jeu de Java, c'est-à-dire vite fait quand même. Donc, bon. Mais j'ai un peu recherché derrière aussi. Ça, j'en ai fait plusieurs avec. La SDL, j'ai fait des années avec. La SFML, j'ai fait plusieurs trucs avec. Donc, je ne raconte pas non plus
Vox récemment, et Kevin avec son fameux exemple ASCII, qui montre que la HTML sans le 5, juste l'HTML de base sans le Canva, ça permet quand même de faire des trucs super. Ah oui, mais voilà, c'est l'Internet tout entier est français, la télécommunication. Moi je dis à mes parents 2 € pour un mois de communication, ils me regardent genre quoi. En Australie c'est genre 20 € pour un texto. J'ai mis un gros point sur un débat en fait parce que c'est WebGL, et WebGL c'est chiant. WebGL c'est OpenGL, et je me suis dit que j'allais pas parler d'OpenGL justement parce que c'est quand même un niveau au-dessus du point de vue. Il faut quand même des trucs qui restent un minimum sympathiques à utiliser. Après OpenGL, il y a des vrais bonhommes, comme Guillaume. En fait, je veux bien que vous preniez juste un instant pour apprécier peut-être que j'ai quand même fait le même jeu avec 6 différentes lignes de bibliothèque et que le code rentre dans un style. Donc il y a des trucs où j'ai mis à la ligne pour que ça rentre, tu vois. Et je vous filerai aussi le code si ça vous intéresse. Donc ça c'est vraiment la page HTML, il n'y a pas des JS à côté parce que nous on est des vrais bonhommes, comme je dis. Donc on fout tout dedans en vrac comme ça. Le JavaScript, le HTML5, HTML, c'est HTML5 qui est un canal. Et puis il y a marqué bien sûr Download HTML Canvas is your browser Windows Explorer. Voilà. Donc, vu que c'est le JavaScript et que c'est un langage déclaratif un peu bizarroïde, on trouve moins facilement les bouts. Ouais, on va faire des enregistrements de callback, je sais pas trop. J'ai fait quand même plusieurs jeux avec HTML5, donc voilà, mais JavaScript c'est quand même un langage super bizarre, même quand tu l'as compris. Donc on a des événements, comme partout, de input. Encore une fois, vu que l'HTML c'est pas trop fait pour des jeux, on n'a pas un état de input, on a des événements tout simplement, et c'est à toi de construire toi-même ton état de input. Sinon, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, j'ai fait un clamp là, super sympa, avec des expressions trinaires imbriquées. Ça, c'est pour les connaisseurs. Expressions trinaires imbriquées. Je pensais qu'on allait plus gagner ça. Expressions trinaires imbriquées. Il faut que je mette une expression trinaire imbriquée à l'intérieur d'un lambda qui prend en compte un paramètre, un autre lambda. Vraiment des trucs dégueulasses. Et là, c'est vraiment le truc, là, cet intervalle, en fait, justement là, cet intervalle, tu lui files une fonction, tu lui files une intervalle, il va l'appeler, et c'est là que tu fais ta boucle principale. Donc en fait, si vous avez envie de créer un jeu dans tous ces langages, vous me demandez, je vous file ça, je le filerai à Guillaume plutôt, et vous aurez au moins un code de base pour tous ces langages. Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai envie de faire de l'HTML5, mais c'est trop dur. » Non, c'est tout con, hein, c'est ça. Donc le update, comme toujours, en fait, c'est toujours la même chose. La rendue, donc contexte noir, rectangle, blanc, rectangle. Parce qu'on a 2 rectangles, un qui est noir et un qui est blanc. Voilà, donc on va passer à la suite. Moi, je voulais bien parler de cycle 2D. Apparemment, il est plus supporté. Ce qui est triste, en fait, super triste. Mais en fait, donc, vous connaissez tous Minecraft. C'est pas Minecraft, c'est Minecraft, voilà. Minecraft, c'est fait avec une bibliothèque qui a un nom vraiment stupide, qui est la LWJL. Donc on l'oublie toujours parce que c'est un nom de merde. C'est pour ça que c'est important d'avoir un nom qui est bien. Mais LWJL, c'est la Lightweight Java Game Library, qui permet de faire, en fait, du son, du graphisme accéléré matériel à l'intérieur de Java. Donc en fait, ça permet de faire des jeux en Java sans que ça rame à mort. Voilà, donc c'est super. Par contre, on ne va pas parler de ça parce qu'encore une fois, c'est OpenGL et ça, c'est un niveau d'au-dessus. Voilà. Stick 2D, c'est au-dessus, plutôt, ça rend plus simple la LWJL. Donc en fait, tu n'as plus de l'OpenGL cru, entre guillemets. Tu as des fonctions qui encapsulent les fonctions OpenGL qui permettent de faire un truc sympa du genre dessinons un rectangle. Et bien sûr, accélérer matériel parce que ça se repose sur LWJL. Il n'y a pas grand chose d'intéressant qui est fait avec. Il y a quand même un ou deux jeux qui sont sortis duquel j'ai jamais entendu parler.
Donc là, à gauche, c'est un jeu MMO. Il y a quand même des gens qui y jouent par là. Ils ont dû pas entendre parler de World of Warcraft, pareil. Mais bon. Et puis, Free sur des rails. Bon, d'accord. Mais en fait, c'est bizarre parce que les deux là, SFML et celui-là, c'est vraiment des trucs sympas à utiliser. Je les trouve super sympas à utiliser. Donc je crois que la raison pour laquelle ils ne marchent pas, c'est que les programmeurs sont masochistes. Ça doit être ça. Encore une fois, baigné dans la splendeur de mon code qui rentre dans un slide, tout simplement. Ça, c'est un peu comme là, on remplit les cases. Donc, on a une case update, on a une case init, on a une case render. Une fois, je peux vous les montrer. Loading, c'est l'init. Update, c'est le game loop. J'aurais peut-être pu l'arranger pour que ce soit linéaire, mais bon, c'est de l'orienter objet, donc du coup, on peut le mettre un peu n'importe comment. Oui, c'est un peu intéressant dans sa philosophie où tu crées un jeu et tu le mets dans un conteneur, et encore une fois, ça, c'est des choix conceptuels de Java. Et je trouve que par rapport à la libgdx qu'on va voir très bientôt, il te fait un peu moins chier quand même. Mais bon, c'est plus vraiment supporté, donc c'est triste. Voilà. Et le update à l'intérieur. Bien sûr, lui, qui est bien fait, il te donne l'état courant des inputs. Donc c'est bien. Et le delta. Parce que, voilà. Et la rendu, il te donne un graphique, c'est un peu la Java, mais c'est pas un graphique Java. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait du AWT. Parce que si oui, les condoléances, franchement, AWT, ça me donne encore des cochons. Donc, libgdx, c'est aussi en Java. Et ça, c'est assez cool comme truc, franchement. Libgdx, c'est Windows, Mac, Linux, iOS, Android. Et ça s'exporte aussi en HTML5. Donc tu le fais une fois, c'est en fait avec ça qu'a fait Camille plusieurs projets, où tu le fais en une fois, et puis après tu l'exportes vraiment partout, un peu community en fait. Sauf que c'est gratuit, c'est open source, donc faut et donc du coup, ça utilise comme l'autre LWGGL, donc c'est accéléré matériel, donc c'est pas lent, comme on dirait normalement pour le Java. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que c'est la GLESS, donc OpenGL pour système embarqué sur les mobiles, et c'est la WebGL sur HTML5. Ce qui peut être problématique parce qu'il y a certains browsers qui ne fonctionnent pas avec la WebGL. Ça ne marcherait pas non plus avec Unity. Si vous voulez ces browsers-là, tu fais toi-même ton HTML5. C'est avec la Google Web Toolkit. Je n'ai jamais utilisé directement la GWT. Je me demande si je raconte pas n'importe quoi. En fait, Pax Britannica, c'est fait avec ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas, mais c'est super. Tropical Stormfront aussi, c'est un jeu que j'ai vu passer parce que c'est open source. C'est un RTS aussi, que j'ai bien les RTS. Donc il y a quand même pas mal de jeux là, surtout des jeux Android qui sont passés, mais le problème des jeux Android, c'est qu'il y en a tellement que ça se noie en fait. Mais il y a un très grand nombre de jeux qui sont faits avec ça, c'est très actif, c'est très bien documenté, et Camille saura peut-être plus que moi. Donc j'ai fait mon petit exemple là, et donc comme j'ai dit, il y a certaines choses que je trouve un peu bizarres. Il y a le mélange d'OpenGL, le like, un peu là, et puis des sortes de shape renderer, il faut créer des objets, il faut créer des batchs. Mais sinon, je trouve conceptuellement, c'est vraiment sympa, justement, le fait de pouvoir publier partout. Encore une fois, c'est de l'objet, tu implémentes tout un tas de callbacks, genre création, dispose d'un lien, cleanup et un rendu. Donc, encore une fois, on peut interroger l'état courant du clavier. Justement, il ne faut pas utiliser cette fonction si tu veux le mettre sur mobile, du moins que ton mobile a un clavier attaché. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des gens. Bon, ça se peut, Kevin, je crois que tu as un clavier dessus. Donc ça peut tourner sur ce mobile. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce jeu, il faudrait quand même le repenser parce que j'ai dit quand même, ça se déplace avec les touches. Mais bon, après, sinon, ça marche parfaitement partout. Et bon, les autres, je ne les utilise pas. Donc, le input et le update. Le rendu avec son truc OpenGL un peu bizarre et puis son shape de shape.
Encore une fois, c'est des concepts Java. En fait, moi j'aime bien la note justement où tout est global et moche, et tu peux juste n'importe où dire je veux un carré ici, et je vous emmène. Et le cleanup, j'aurais dû le mettre à la fin pour que ce soit bien maximum, mais bon, j'étais fatigué. Voilà donc, j'espère que je ne vous ai pas trop fait endormir. Je me suis quand même restreint là, j'ai beaucoup d'autres choses que j'ai envie de regarder. Mais bon, voilà. Sachant qu'il y a énormément de moteurs-jeux, de frameworks, de bibliothèques open source. Il y en a des bonnes, il y a des moins bonnes. Pour moi, ceux-là, bien que j'ai fait pas mal de critiques là-dessus, je trouve qu'ils sont assez intéressants. Donc si vous avez des questions dessus, je vous file le code minimal, et puis c'est Kevin qui a mis pour vous apprendre à les utiliser. Voilà. Et encore une fois, je ne suis pas contre l'outil. Unity, c'est une super outil. Et si vous avez vraiment envie de donner un coup de pied à l'homme, tu sais, parce que Unity, c'est quand même un peu... Voilà. Utiliser des trucs open source, gratuits, ouais, tout ça, comme des vrais hippies, de la sphère, des gens prétentieux, là. Vous utilisez plutôt ça. Merci beaucoup. S'il y a des questions, sinon. Ouais, je pense qu'il y aura des questions quand même. Ah oui, cool. Tu peux garder ton micro. Ah oui, je peux. Donc ouais, bah nous, en tant que boîte, on a eu le dilemme au moment de choisir notre techno. Donc nous, on a commencé avec des IP en C++, OpenGL, on fait tout nous-mêmes parce que c'est bien, on a un contrôle. Puis on se rend compte qu'on fait une techno et qu'il y a des mecs qui sont 200 aux États-Unis qui sont en train d'être fondés par des mecs qui donnent des milliards et qui sont en train de faire Unity. Donc tu te dis, bon, ok, peut-être qu'on fera pas mieux qu'eux, quoi. Du coup, ouais, c'est bien de voir, je pense que ça c'est important de le faire, soit quand tu es étudiant, soit quand tu commences à faire des projets, de voir comment ça marche, d'apprendre les concepts, parce que tu vois, tu fais du batching, des rendeurs, des choses comme ça. Et après, dans Unity, tu arrives à retrouver ces concepts-là, mais je pense pour commercialiser un jeu maintenant de nos jours, y aller avec ton framework et ton couteau, je sais pas ce que les gens en pensent ici, mais enfin, moi je pense qu'on a du mal à se séparer des métiers. Ne serait-ce que par la variété des plateformes, tu peux tourner des trucs qui sont à peu près tous les machins, des fallbacks, et on ne répond pas, ça le change par un autre truc. Quand même des trucs qui sont prévus pour être tournés sur un maximum de temps. Là, tu fais. Et la communauté peut-être aussi. Comment ? La communauté qui est plus grosse. La communauté aussi, ouais, enfin, il y a à peu près. Comme là, tu vois, communauté. Non, c'est bien de voir, enfin, je sais pas qui utilise Unity, qui n'utilise pas Unity, mais je trouve que c'est bien d'avoir vu déjà ce que ça faisait de faire soi-même le truc, de savoir dans quel ordre s'envoyer les choses et tout. Des fois, dans Unity, on se casse un peu la tête pour savoir, genre, pourquoi ils font ça, ce truc après. Mais toi, tu. Bah, en fait, Unity. moi j'utilise Unity maintenant. Et je vais pas faire un exemple en Unity, j'aurais dû. Mais en fait, en Unity, c'est trop facile, c'est trop petit. Tu vois, tu décides de faire un script qui crée tous les objets. Tu fais vraiment le match man et tu fais un game object avec un script et tu crées toute ta scène. Ça, c'est vraiment. Les vrais bonhommes, ils utilisent tous les éditeurs en Unity. Mais bon, moi j'ai pu avoir le constat. Moi j'ai adoré GameMaker. J'ai utilisé GameMaker pendant des années et au bout d'un moment, je me suis quand même retrouvé un peu à la frontière de ce qui était possible avec cet outil. Et je me suis. Ouais, il y a des gens qui progressent plus vite que d'autres. J'étais jeune aussi. Et, tu vois, en fait, on est limité un peu par ça et on ne peut pas pousser l'enveloppe et on ne peut pas convertir ce qu'on a et le ramener ailleurs, en fait. Donc, je suis d'accord qu'en ce moment, franchement, s'il y a décidé entre Unity et autre chose, si je dois vendre un jeu pour Unity, parce que voilà. Mais je pense que c'est intéressant quand même de garder un œil sur les autres trucs qui sont à côté, genre le truc là, Axe NNN. J'ai pas eu le temps de l'intégrer, mais je trouve ça intéressant. Donc ça, c'est Axe, c'est un langage intermédiaire multiplateforme. C'est français aussi. Voilà. On a vu la SFML, on a vu tout un tas de trucs qui sont français. Super, extension. Voilà, mais ils aiment bien ce langage. Et je trouve ça intéressant, mais je pense que c'est intéressant de garder un œil sur ça quand même.
Quoique, après, Unity, c'est quand même vraiment ouvert dans son structure de projet. Ça va pas te prendre tous tes assets et les mettre dans un linéaire que tu peux pas ouvrir, comme est le cas avec MMF2, comme est le cas avec GameMaker aussi. Donc, et c'est quand même le JavaScript ou l'Unity ou le Book qui sont des langages qui s'utilisent partout. Donc du coup, si tu apprends à programmer avec C#, tu ne perds pas ces compétences. Mais bon, je voulais quand même en parler pour le compte. Antoine, tu avais une question? Non, je dirais, parce que la réponse que a fait Guillaume, c'est que chez nous, on a Seb qui défend absolument qu'il ne faut pas qu'on utilise quelque chose de propriétaire. Il vaut mieux qu'on reconstruise nous-mêmes nos outils pour les utiliser complètement. Le seul truc, c'est que tu vas mettre quoi à une équipe de 10, donc nous, on arrive à être pratiquement 10. Malheureusement, on vit dans le monde réel, pas Voilà. dans l'idéal. On va mettre combien de temps avant d'avoir un outil qui nous permet d'éditer un jeu, donc combien de temps on va sortir un jeu, combien de temps on va etc. Effectivement. Encore une fois, si j'avais à faire un jeu commercial, on fait un jeu commercial et on le fait avec Unity justement. Voilà, mais juste pour faire un jeu spontanément, on n'a pas nécessairement les mêmes contraintes, on peut avoir une idéologie, etc. Et je trouve que c'est quand même intéressant de parler de ça. Parce que sinon, tout le monde va utiliser Unity, et quand Unity sera genre la seule corporation du monde, tu vois, ça va acheter Google. Tu vois, les gens auraient pu faire autre chose qu'Unity, et puis ils vont dire maintenant on va révéler notre plan magnifique, en fait, je sais pas. Ouais, mais après, ils ont quand même fait du support de Linux. Tu vois, j'ai du mal à me dire, j'ai du mal à ne pas aimer Unity. C'est un piège. Ouais, c'est ça, ils ont fait ça exprès pour calmer les hippies. Parce qu'ils savent que les hippies vont dire putain, c'est propriétaire, c'est fermé, on n'est pas. T'as le support Linux, bon, en fait, c'est bien. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Flame, Troll, etc. Damien. Une question. Déjà, merci pour et donc, dans le cadre du fonctionnement c'est plus des contextes entreprises, quelqu'un d'autre veut faire un vrai jeu qui tourne que les gens. Comme ça va être ce que tu trouves, mais dans un contexte plus amateur, avec une façon d'adapter du jeu, de dire, tu disais, les gens qui n'ont jamais fait un jeu d'arbitre, qui veulent en faire. Est-ce que tu leur conseillerais quand même l'outil ou plutôt des outils type GameMaker ou carrément des outils Disons, moi je serais un peu divisé entre deux priorités. L'un qui est de permettre les gens à faire le jeu le plus facilement possible, et l'autre vraiment de leur donner le plus d'armes possible. En fait. Et donc, moi je crois qu'Unity, je ne sais pas si Unity, ça va. Tu vois, moi quand j'utilisais GameMaker, c'était GameMaker le gros truc que tout le monde utilisait. Maintenant, ça a passé avec Lolo Games, c'est pas tellement bien maintenu maintenant GameMaker. Maintenant tout le monde utilise Unity. Je ne sais pas si Unity va toujours être utilisé. C'est plutôt pas mal, mais je ne sais pas à quel point on apprend vraiment. Tu vois, avoir cette structure à la con comme ça de Game Engine, où on a un chargement, on a le début d'un boucle wall. Alors c'est tout con, SDL, on va difficilement plus bannir que ça, et ça rentre dans un slide. Vraiment pour dire à des gens, c'est pas si compliqué que ça. Non, seulement, tu vas faire un carré en 2D, avec des flèches en Unity, je pense que en origine. Je connais plein de gens qui sont des grands programmeurs, qui ont fait des jeux commerciaux, et qui programment beaucoup, et ça, c'est tout. Ils ont abandonné Unity au bout d'une semaine, ils n'avaient rien réussi à faire. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. Oui, il faut être flexible. Je pense que tu as compris, c'est la limite des escales, mais tant que tu n'as pas compris, et en 2D, en plus, c'est pas fait pour faire la 2D, donc il faut développer pas mal pour faire la 2D. Et faire un carré qui bouge avec des flèches. Si tu as juste envie de faire un truc tout con, franchement, je pense que tu auras plus de facilité avec les autres à le faire. Si tu as La vraie question, je pense, c'est quelles sont les compétences en fait, qui sont réutilisables. Un outil comme Unity, il a une expérience de vie.
Oui, c'est pour ça que je dis, je suis quand même au milieu, je fais des Unity tous les jours. Et oui, exactement, tu gardes un peu l'œil ouvert sur les autres trucs. Et en fait, c'est intéressant, après avoir vu ça, de se dire, d'accord, c'est comme ça que font Unity, en fait. On l'update, on va passer sur tous les scripts qui vont lancer l'update, etc. Moi, j'ai une image en tête de comment Unity s'est fait derrière, en fait. Parce que j'ai fait des sortes de petits moteurs jeux de mon côté. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ça, parce qu'on est moins dépendant, bien que j'adore Unity, on est moins dépendant de l'outil, on peut passer à autre chose. Si un jour un meilleur choix, on peut facilement se reconvertir. Et ça, c'est vrai dans tous les métiers, enfin, je pense que tous les métiers de l'informatique, de développeurs aujourd'hui, pas que sur le jeu, donc, tu fais du web aussi, tu dois être en permanence en train de regarder toutes les technos et quelle est la solution la plus rapide et à quel moment je m'enferme dans une techno et je ne saurais pas me recycler. Faut pas devenir un ouvrier en fait. C'est ça le truc. Faut pas devenir un ouvrier. Il faut être un artisan. Et pas trop se faire chier non plus. Être entre les deux. En tout cas, c'est une question, je pense que c'est vraiment ce que je t'ai dit, comme c'est pas évident. Hugues, il y a une question. Pour toi, Unity, c'est une bonne techno. Qui te dit j'aimerais faire un jeu vidéo, parce que c'est un peu le but de la peine du jeu, parce que ça prend longtemps que tu ne peux pas faire un jeu de faire un peu. Est-ce que Unity serait la techno que tu leur proposerais d'abord, ou quelle serait la techno que tu leur proposerais toi En fait, à vrai dire, on serait plus à les années à utiliser quelque chose comme Love. Justement, parce qu'on va pas les dire fait de la sonde, mais on a quand même envie d'avoir des artisans justement. Tu vois, donc on a cette optique pour nous, ça doit être facile, et Love c'est très facile à utiliser. On a très vite un carré à l'écran. Et vu qu'on n'est pas en train de faire de la 3D là en fait, si tu veux faire de la 3D c'est marrant, tout ça, sauf si tu fais de l'OpenGL, mais bon, si tu veux faire un petit jeu 2D, je crois que parfois le temps d'apprentissage, ça va être moins long que Unity. Pour rebondir à ce que tu crois pas quand même que tu présentes à quelqu'un qui ne sait pas programmer, qui ne sait pas ça c'est une variable, qui ne sait pas ça c'est une boucle. Ça dépend si là, je vais réagir là-dessus. Je vais mener à stagiaire de 4e à faire un shooter à Geometry Wars pendant son stage de 4e chez National. Donc en faisant Unity, il a créé Geometry Wars. J'ai montré les gens dans Tous les gens pourraient se dire pour ça, et de se tourner sur les jeunes. il y a une sorte de peur. Antoine, allez vos gueules. Je dirais pas que Rémi, quand il est passé chez nous, c'était un enfant qui était plutôt éveillé, qui avait été très intéressé et il avait envie d'apprendre. Et c'est surtout ça qui a compté en fait. Il était très motivé. Après, je sois plus intelligent que la moyenne ou pas, je sais pas. Après, il est très curieux. Mais passer 2 ans à faire de la fois quand ça te fait chier et tu fais pas des jeux. Là-dessus, ça rejoint la position qu'ils ont sur le baptême des jeux. Je pense que ça rejoint bien un petit peu ma question tout à l'heure en fait. C'est quelles sont les compétences qu'il faut connaître. Et alors oui, on passe en prod dans la boîte, on doit sortir le jeu rapidement, donc on a fait le choix d'Unity 3D. Mais on ne va pas former quelqu'un chez nous qui ne sait pas coder, il va apprendre à faire du jeu avec Unity 3D. Donc ce que tu disais tout à l'heure Damien, je pense que si quelqu'un vient apprendre à faire du jeu, a envie d'apprendre à faire du jeu vidéo, à un moment donné, il doit apprendre à coder. Même s'il ne va pas devenir un développeur plus tard, même si c'est juste un game designer ou un infographiste, ça veut dire qu'il sache ce que c'est qu'une variable, qu'il commence à comprendre comment on communique avec un développeur après, et quels sont bien en gros un vocabulaire commun à avoir, même si tu ne deviens pas un pro de dev, tu commences à comprendre quoi. On a envie d'avoir des gens comme toi en fait, qui sont multivalents en fait, qui sont vraiment baptisés du jeu, qui savent faire un jeu. Ils disent j'ai envie de faire un jeu, je fais un jeu. Que tu le fasses avec Unity ou autre chose. Quand tu discutes avec Tom qui est un infographiste ici, tu lui parles un petit peu de ce que c'est qu'un script, tu lui parles d'une variable, tu lui parles de faire des méthodes, des fonctions, ça va quoi, c'est pas. Il ne va pas sortir du code tout seul
peux facilement faire une jam, te lancer dans une jam avec un graphiste comme Tom, parce qu'il va te comprendre et tu vas rapidement commencer à faire un projet avec toi. C'est ça, on n'a pas tous besoin de devenir un peu en informatique. Je trouve que c'est problématique. On a autant peur du noir. Non. Oui, voilà, je trouve qu'on a un peu trop peur du code. On a trop l'impression qu'on ne va s'en sortir. C'est le moment que j'ai pu trouver, moi, avec ce fameux bouquin là, où il y avait juste des caractères décrits. On disait ça imprime Hello World. Et là, tu te dis, ça imprime Hello World. Tu le mets où? Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Si tu t'assois avec moi et tu montres, voilà l'exemple de base, quand je lance, j'ai un caractère qui bouge à l'écran. À toi maintenant de bidouiller. Genre processing, il y a un bouton play par exemple. Tu fais du code, tu écris rectangle. C'est encore plus simple que Word en fait. Processing, je sais pas ce que c'est. Processing, c'est une sorte de Java bizarre. C'est un langage qui c'est. C'est l'interpréteur JavaScript et mais en fait, quand tu prends Processing, tu as un GUI qui s'ouvre avec un gros bouton gentil Play. Et tu tapes des trucs, et puis tu appuies sur Play, et tes trucs font des choses. Et moi, je crois que c'est une très bonne manière d'apprendre, justement, parce que moi, j'avais pas ça quand on m'avait filé le Java. J'avais juste, voilà, Hello World. Et j'ai envie, justement. Tu vois, je crois que c'est dommage en fait que moi j'ai été autant dégoûté par ça pendant autant d'années, alors que finalement c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est juste qu'on se dit dans sa tête que moi je suis pas codeur, tu vois, je suis pas codeur, je suis game designer, etc. Alors que voilà, on n'a pas besoin d'être capable de faire du multi-threaded, de machin, du truc pour faire un jeu. Je crois que justement ça tombe très bien de parler avec moi parce que tu es la parfaite exemple. Merci. Tu as tes questions. Merci. Le prochain mug, c'est le 11 juillet. Donc, il y aura Emmanuel qui viendra parler de marketing en informatique. Sujet cher à Miguel. Il y a pas de deuxième partie technique, pas encore trouvé, parce que vous avez